Je me présente rapidement, donc je m'appelle Pierre Hongdé, je suis un des cofondateurs et je suis aussi directeur des opérations chez Logself. Donc on travaille avec Hotscale depuis maintenant 4-5 ans pour proposer en fait à nos clients une approche de bout en bout sur la sécurisation, de la gestion et du partage de leurs données sensibles. Donc l'objectif aujourd'hui, vous l'avez vu sur la présentation, souveraineté, cybersécurité et nouveaux usages, un enjeu triple pour le secteur public. L'idée pour moi, ça va être de vous présenter les grands enjeux cyber pour les organisations publiques, en essayant de vous donner un maximum d'exemples par rapport à finalement à la lumière des cas d'usage et des retours d'expérience qu'on a pu avoir avec les organisations qu'on accompagne. Donc en introduction rapidement sur Logself, j'ai l'impression que la définition n'est pas très bonne, mais bon, c'est pas très grave. Donc Logself, c'est une suite de solutions qui va de la gestion centralisée des mots de passe jusqu'au partage sécurisé de documents. D'accord. Et donc on accompagne évidemment pas mal d'entreprises privées, mais on bosse aussi avec. Il y a un gros volet secteur public dans le domaine de la santé, sur la gestion de l'eau, et puis au niveau des villes, métropoles et agglos. Et donc j'ai pas pris ces trois exemples-là, la santé, l'eau et les métropoles, agglomérations par hasard. Ça va être un peu le fil rouge de la présentation sur les différents sujets qu'on va aborder. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on avait bien sûr déjà identifié, mais je vous le partage. Les trois gros besoins aujourd'hui sur le secteur public, sur la partie cyber, ça va être réduire leur surface d'exposition au risque cyber, sécuriser les usages des collaborateurs, qui sont deux enjeux assez liés, et puis s'appuyer sur des solutions souveraines. Et ce qu'on remarque en fait, ce qui est assez intéressant, une sorte de fil rouge euh, encore une fois, sur les structures qu'on accompagne, ça va être que elles gèrent des données critiques, et deux, elles ont une activité qui a un impact direct sur les citoyens. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Secteur de la santé, je pense que c'est assez clair pour tout le monde sur le côté données critiques. Au niveau des villes et des agglomérations, c'est la même chose puisque on va gérer une masse de data liée à l'activité et aux différentes directions métiers, mais aussi des données personnelles liées aux citoyens. Et puis le troisième sujet que nous on voit pas mal chez Logself sur le secteur de l'eau. Donc là, c'est pas de la data, mais c'est une ressource vitale, un bien commun, et donc du coup qui est une cible préférentielle sur les attaques cyber. Je vous ai mis quelques exemples. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, avec une recrudescence des attaques de type ransomware sur les hôpitaux et sur les villes. On est sur une fréquence à peu près hebdomadaire de ransomware sur ces structures-là. Et puis sur le secteur de l'eau, qui, vous le savez peut-être, ont maintenant le statut d'OIV, donc organisme d'importance vitale en France, parce que justement c'est aussi une cible privilégiée. On l'a vu dans d'autres pays. Là encore, je vous donne deux exemples. En Floride, où il y a eu des tentatives de prise en main de contrôle à distance des installations pour augmenter le taux d'hydroxyde de sodium, il me semble. Donc très très dangereux pour la population. Et puis Israël notamment est victime d'attaques répétées sur son réseau hydraulique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le fil rouge sur ces structures-là, c'est des données très critiques qui sont gérées, deux, avec un impact direct sur les citoyens. Et donc du coup, l'idée dans cette présentation, c'est de s'intéresser un petit peu à quelles sont les causes. C'est-à-dire pourquoi on en est arrivé là et quelle est la situation aujourd'hui, pourquoi ces grands ensembles, les centres hospitaliers, les GHT, les métropoles, les syndicats de gestion de l'eau, pourquoi ce sont des cibles privilégiées. Notamment, ce qu'on va voir, c'est il y a des grands projets de transformation qui sont en cours, digitalisation, nouveaux usages, qui vont multiplier les risques pour les organisations. Et donc, j'ai séparé en deux phases. Il y a des causes structurelles. Donc, il y a deux grands volets importants à avoir en tête. C'est la digitalisation des process et des services et la fusion des structures. Donc, sur la digitalisation des process et des services, c'est la volonté pour ces structures-là d'amener de la valeur en interne, c'est-à-dire au niveau des directions métiers. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Au niveau des instances de gouvernance notamment, dématérialisation des process de validation. Et vous allez voir après ce que ça implique.
Au niveau des directions métiers, typiquement RH, dématérialisation de la paye. Donc on apporte de l'efficacité sur toute la partie paye. Et puis, il va y avoir aussi apporter de la valeur, pas seulement en interne, mais aux citoyens. Et donc ça va être apporter des nouveaux services pour les citoyens, les inclure sur du budget participatif. Alors sur les services, ça va être par exemple, si je prends des exemples concrets, ça va être apporter du service à la carte, c'est-à-dire accéder aux services culturels, sportifs de la ville directement via des services dématérialisés. Et puis ça va être accroître aussi l'efficacité des infrastructures, donc mieux gérer les déchets, on va du coup adapter les tournées pour récupérer les déchets en fonction du taux de remplissage des poubelles. Ça va être sur l'éclairage public, l'adapter en fonction de la temporalité et des temps de et des fréquences de passage, pardon. Donc ça, c'est principalement pour les villes. Et puis, par exemple, sur la gestion de l'eau, de la même manière, on va être capable aujourd'hui, via des capteurs, de savoir au niveau de l'infrastructure d'eau où sont exactement les fuites et donc allouer les investissements au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'est le premier grande tendance, digitalisation des process et des services. Et puis, il y a une deuxième tendance de fond qui est la fusion des structures. Donc, on le voit au niveau des régions, réforme de 2015, avec un effet de ruissellement sur les villes et sur les communautés d'agglo. Et puis de la même manière au niveau des établissements de santé, avec des regroupements en groupements hospitaliers de territoire. Et donc ça implique quoi, ces fusions-là? Ça implique une nouvelle manière de travailler, avec une augmentation des données échangées notamment. Et puis le troisième point que j'ai rajouté, c'est effectivement le shadow IT et les nouveaux usages où les collaborateurs, les personnels soignants arrivent avec leur propre device, arrivent avec leur smartphone dans la sphère travail. Et donc ça implique aussi des risques supplémentaires. Je vous donne un exemple très concret sur des discussions qu'on a eues avec des centres hospitaliers où on a des personnels soignants qui vont prendre en photo des plaies, qui vont échanger des informations sur des pathologies via WhatsApp. Donc ok, c'est hyper simple, c'est quelque chose qui est fluide, avec un UX très bien pensé. Par contre, ça pose des questions en termes d'intégrité de la donnée. Donc ça, c'est les causes structurelles avec des process qui sont déjà en cours depuis une petite dizaine d'années. Et puis à cela vient s'ajouter des causes conjoncturelles et notamment le Covid qui a été dramatique pour nos entreprises et pour certaines personnes au niveau des citoyens en termes de santé, mais ça a été aussi un formidable accélérateur de digitalisation. Donc parce que fallait continuer à assurer la pérennité de l'activité en télétravail, en mobilité. Et donc ça, pareil, ça pose encore d'ailleurs des nouvelles problématiques pour toutes ces structures-là, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des métropoles, des villes, alors un petit peu moins sur la partie gestion de l'eau. Donc voilà, ça c'est les deux grandes causes. Et finalement, pour résumer, qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une première phase de transformation, modernisation de ces structures-là pour apporter de la valeur en interne et aux citoyens, être plus efficace. Et donc, tous ces, tous ces grands projets-là, ils impliquent quoi? Ils impliquent en fait une augmentation des échanges de données en interne, puisque on passe de structures qui étaient très décentralisées à des structures beaucoup plus centralisées justement. Augmentation des échanges de données vers l'extérieur, puisqu'on va maintenant échanger avec tout un écosystème des documents, des données qui avant étaient pas forcément, qui étaient physiques. Et puis de la même manière, on va avoir énormément de data qui vont devoir être gérées, dématérialisation du patrimoine informationnel, pour être valorisé derrière. Et puis dernier point, mutualisation des SI. Et donc tous ces nouveaux usages, cette nouvelle manière de travailler, en fait, ça multiplie les points d'entrée, notamment des problèmes de fuite de données, d'accord, des contrôles d'accès défaillants, puisqu'on va multiplier les applications SaaS notamment pour gérer les infrastructures, pour gérer des nouveaux services qui, encore une fois, apportent de la valeur. Il y a aussi évidemment des problèmes de phishing et de ransomware. Et donc, en fait, l'idée là-dessus, c'est que le gros enjeu pour le secteur public, mais j'essaie de le résumer en une phrase, c'est améliorer le niveau de service et s'adapter aux nouveaux usages
tout en garantissant un haut niveau de sécurité sur les données et sur les infrastructures. Donc il y a eu une première phase de digitalisation pour apporter de la valeur. On s'est rendu compte que ça ouvrait pas mal de risques au niveau de ces structures-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, maintenant, on essaye d'intégrer dans les nouveaux projets de transformation une approche sécurité by design qui permet en fait d'anticiper ces risques-là qui n'avaient pas été anticipés au moment où ces projets ont été lancés. Et donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui et on voit évidemment une grande maturité alors qui est effectivement hétérogène en fonction des structures, hein, parce qu'elles sont pas toutes égales face à ce risque-là. Mais en tout cas, il y a maintenant au niveau des directions, au niveau des DSI, un bon niveau de maturité pour, dans ces projets de transformation et dans du coup les nouveaux process qui en découlent, la volonté d'intégrer eh bien ces risques-là pour les anticiper. Alors soit via des outils, soit via de la formation. Je pense que les deux vont ensemble. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà un petit peu sur les causes et puis sur vers quoi vont aujourd'hui les différentes organisations publiques. Et puis pour être complètement complet, je vois qu'il est déjà 42, il y a, pareil, j'utilisais le terme de fil rouge, mais la notion de souveraineté qui entre en jeu et qui a un écho un peu plus fort depuis maintenant un an, je pense, c'est de se dire, bah, notamment pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, que, eh bien, notamment sur le secteur public, on traite des données critiques, on traite des données sensibles, et donc l'idée c'est que on doit aussi non seulement sécuriser nos usages, sécuriser nos outils, nos échanges, mais aussi, et donc bon, j'ai demandé à Guillaume Poupard de participer, mais il n'avait pas le temps aujourd'hui, donc j'ai mis sa petite photo et avec une petite citation. Et il le dit très bien. On ne peut pas faire l'économie d'un traitement conjoint de notre sécurité et de notre souveraineté numérique, parce que effectivement, voilà, le risque cyber, ça peut être des groupes privés, mais on le sait pertinemment, c'est aussi le fait de groupes étatiques. Et il y a une notion de compétitivité des entreprises, mais on se doit d'être indépendant sur ces données-là. Alors, on a perdu un peu la bataille des données personnelles, mais il reste, et je pense que les travaux qui sont menés notamment par Outscale vont dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup à faire sur les données d'entreprise et on peut encore promouvoir des solutions qui soient sécurisées avec un hébergement en France. Et donc ça, c'est hyper important. Donc, j'ai essayé de schématiser ça en trois blocs, hein, avec bah, les menaces que vous connaissez sûrement, le principe d'extraterritorialité, pardon, euh, des États-Unis avec le Cloud Act, hein, avec Amazon, des groupes étatiques offensifs, et puis la notion de dépendance dont je parlais avant. Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des enjeux très forts, notamment sur notre patrimoine informationnel. Les données de santé sont importantes et chaque pays, alors ça peut être géré au niveau national, mais aussi au niveau européen, doit être en mesure de gérer ces données-là, parce que c'est pas des données anodines, pardon. Et puis, pourquoi j'ai pris la gestion de l'eau? Effectivement, c'est pas de la donnée, mais c'est un bien commun, c'est une ressource vitale. Ça vaut aussi pour d'autres types d'énergie, mais ces structures-là doivent être accompagnées avec un haut niveau d'exigence sur la partie sécurité et sur la partie souveraineté. C'est pas pour rien que, je le disais tout à l'heure, ces structures-là sont estampillées OIV parce qu'elles doivent désormais utiliser des solutions qui sont certifiées par l'ANSSI avec un hébergement si possible en France. Et donc sur les réponses, je viens de les aborder en fil rouge là-dessus.